est très content d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Julien Jardin, je suis le cofondateur et responsable commercial chez XP Cloud. Je vais dire 2 mots rapides sur XP Cloud. On est partenaire Zendesk depuis 4 ans, donc 4e bougie en l'occurrence, et également la société existe depuis 4 ans. Donc on a lancé l'activité avec Zendesk. On a réalisé un peu plus de 150 projets, tous secteurs confondus, et c'est un peu notre marque de fabrique, hein. On adresse tous les secteurs d'activité. Et ça fait le lien aujourd'hui avec ta venue, Sylvain. Et je suis très heureux que tu aies pris le temps de venir avec nous, parce que étant CEO Epita, c'est une période de l'année où, somme toute, elle est assez chargée. Donc, merci d'avoir pris le temps de venir avec nous. Et du coup, si tu veux bien, je vais te laisser présenter ton parcours et présenter également ton organisation et donc Epita. Merci Julien, bonjour à toutes et à tous. Ceux qui ne sont pas là ont tort parce que ça va être la meilleure conférence de la journée. Mais plus sérieusement, moi je suis le directeur général d'EPITA, c'est une école d'ingénieurs en informatique. Je le suis depuis 2 ans et demi. Ma particularité, c'est que je viens du monde de la tech et pas du monde de l'enseignement. Donc, j'ai jamais donné un cours et pourtant, j'ai la chance de diriger une école de 4700 étudiants. C'est assez gros, c'est une école d'ingénieurs, donc elle forme des ingénieurs. On diplôme 600 à 700 ingénieurs par an. Et puis, on est présent à Lyon, Rennes, Toulouse et Strasbourg. Si l'actualité est chargée, c'est aussi parce que on est en plein Parcoursup. Donc, c'est aussi beaucoup d'élèves de terminale qui s'inscrivent, mais pas que. Donc, c'est aussi, et c'est peut-être le premier point d'appui pour notre conférence, c'est aussi une entreprise, en fait, Epita. Je ne sais pas quelles sont vos activités ici, mais imaginez que tous vos clients soient chez vous tout le temps. Bah, nous, c'est notre cas. Nos clients, alors, c'est des étudiants, mais ils payent quand même la scolarité, c'est une école privée. Mais finalement, je vais parler d'étudiants maintenant et plus de clients, mais gardez bien ça en tête. Voilà, nos étudiants sont chez nous tout le temps, donc en permanence, ils sont éventuellement en questionnement sur plein de choses et avec un niveau d'exigence qu'on connaît bien chez nos clients. C'est une entreprise aussi parce qu'il y a du marketing, il y a de la communication parce qu'on est dans un domaine concurrentiel, il y a de la finance, des RH, du développement commercial et bien entendu des enseignants, de la scolarité, des chercheurs qui est plutôt la spécificité d'une école. Et est-ce que tu veux bien dire 2 mots sur ton parcours, qui somme toute est un petit peu atypique? D'accord. Alors, mon parcours, donc effectivement, je suis ingénieur en télécommunications. J'ai j'ai travaillé 25 ans dans les télécoms, et les médias, chez, Vivendi, chez Capgemini, chez, Betclic, et plus récemment, 8 ans chez Bouygues Telecom où j'ai eu, la chance d'avoir 3 ans la direction de la stratégie de Bouygues Telecom, puis 5 ans la direction de l'innovation. J'y ai monté la data et l'IA. Notamment et puis, ensuite je suis passé, chez TF1 où, chez TF1 j'ai passé 3 ans à piloter d'une part une business unit et à être aussi, c'est 2 jobs en un, Chief Data Officer. Merci beaucoup. Vous voyez pourquoi je souhaitais qu'il en parle, c'est quand même un parcours qui n'est pas le parcours de tout le monde. Merci pour cette première réponse. Pour rentrer dans le vif du sujet de notre conférence, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui a conduit finalement Epita à repenser l'expérience de ses étudiants en 2025 et de la repenser quelque part avec l'IA en tâche de fond? Alors, l'expérience étudiant, elle devient, de plus en plus, importante. Elle est un peu importée de l'expérience client qui a aussi, fait florès dans le monde du B2C. Donc je la connaissais avant, Bouygues Telecom, par exemple. Mais, en tout cas, l'expérience étudiant, elle est essentielle parce que les étudiants, ils ont 18 ans, on les sort diplômés, ils ont 23 ans. Pour ceux qui ont des enfants dans ces âges-là, vous voyez qu'il s'agit vraiment d'une période, assez intense dans lequel il y a beaucoup de questionnements et donc finalement l'école c'est un endroit où on va questionner, être en doute, s'interroger et l'enseignement supérieur, c'est pas comme au lycée, il y a plein de choses qui changent. Tout ceci étant, ça signifie que les points de contact, et on en arrive effectivement à notre sujet, les points de contact avec les étudiants sont extrêmement nombreux. Il y en a dans tous les sens, puisqu'ils peuvent avoir des points de contact physiques, ils peuvent aller sur un Discord, ils peuvent avoir des contacts par Teams, ils peuvent nous appeler ils peuvent envoyer des mails, ils peuvent se connecter à leur Moodle. Il y a un vieux système de ticketing, évidemment, qui va disparaître
qui était basée sur RT, qui est une vieille technologie open source. Bon, bref, donc on est dans cet environnement. Alors, l'IA, puisque c'était ta deuxième question, donc ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'il y a un moment, fallait un peu les rassembler pour les gouverner tous et améliorer l'expérience étudiant. Parce que ce qui est certain, c'est que dès lors que vous avez trop de canaux, vous avez nécessairement de la déperdition. On se rappelle qu'une l'école dont je parle, elle n'a que 300 collaborateurs. C'est une ETI. Donc, on n'est pas chez Toyota ou Renault, qui sont des très grosses entreprises extrêmement structurées. Là, on est sur une ETI. Donc, peut-être qu'elle vous ressemble, cette ETI, mais c'est encore un endroit où il y a un petit peu d'artisanat. L'IA, de toute façon, alors dans une école d'informatique, c'est un sujet multiforme. Je ne reviendrai pas sur les sujets de formation, de On aura pédagogie. l'occasion d'y revenir. Sûrement, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à un moment, on se dit que nous aussi, on veut se transformer avec l'IA. Nous aussi, on veut alléger les tâches de nos collaborateurs et collaboratrices parce qu'on n'a pas envie d'être en permanence, en train de répondre à des mails, alors qu'on sait qu'il y a des outils qui permettent de le faire de plus en plus rapidement. Donc, c'est vrai que c'était un critère clé dans la suite de notre aventure. Et merci pour cette réponse très claire. Et maintenant, ce qui va tous nous intéresser, et moi particulièrement, qu'est-ce qui a conduit Epita, à l'issue de son process de RFP, à choisir le couple finalement Zendesk XP Cloud versus d'autres acteurs qui répondaient également à ce dossier? Donc, on a fait le choix d'un outil, alors que nous, on a appelé un outil de ticketing, c'est comme ça qu'on l'appelait, quel que soit le terme, mais voilà, on a cherché un outil qui permettait de rassembler. Et puis, alors, on est quand même pas trop manchot en termes d'informatique, de logiciel et de compréhension de cet environnement. Donc, on a eu c'était assez aisé d'écrire un cahier des charges. Donc, on a écrit un cahier des charges mené à RFP. Euh, les critères en fait qui ont conduit à l'attelage Zendesk XP Cloud, le premier, c'était que je voulais absolument un intégrateur. Je voulais un intégrateur parce que il fallait qu'on aille assez vite, il fallait qu'on prouve assez vite aux étudiantes et aux étudiants qu'on était capable de répondre à leurs besoins. Donc, il fallait aller vite. Et si j'avais fait le choix d'un déploiement en interne, je savais que j'allais perdre du temps. Pour le coup, j'avais un peu d'argent et pas trop de temps. Donc, mon arbitrage était évident. Et puis, alors pourquoi on en est arrivé à Zendesk? Dans le cahier des charges, il y avait de l'IA obligatoirement, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait un socle quand même de capacité fonctionnelle réelle à répondre en IA, et puis euh, une compréhension de notre métier. On a le métier d'un peu tout le monde, certes, mais en même temps, on a nos spécificités. Et notamment, si je peux citer, il y a des points clés qui nous ont beaucoup plu, comme par exemple le déport directement dans un Teams d'une escalade éventuellement entre deux agents. Donc, par exemple, une scolarité. Les scolarités, c'est les femmes et les hommes qui reçoivent directement les demandes des étudiants, qui sont confrontés à eux, d'une scolarité vers un niveau au-dessus, qui va être une direction des études. C'est eux qui prennent les grandes décisions. Donc, N1, N2, si on devait être un peu caricatural. Et donc, ça, c'était important qu'il puisse y avoir une fluidité. Parce qu'il n'y a rien de pire quand on implémente un nouvel outil, si vous avez l'obligation de toutes vos équipes, notamment métiers, à tout réapprendre. Donc, ce sentiment, et qui s'est prouvé, si je suis là, c'est aussi parce que ça s'est très bien passé, et on en parlera tout à l'heure, Merci. mais ce sentiment qu'on avait un bon attelage, qu'on avait une référence mondiale, et qui avait déjà travaillé avec des écoles, donc ça c'est important aussi, ça rassure, et enfin, que l'on était capable d'avoir cette versatilité dans les modalités de travail, aussi bien sur la partie back que sur le front, puisque aujourd'hui on n'utilise que le web, mais il n'y a aucun problème pour utiliser les autres canaux d'accès. Merci, réponse très complète. On en vient au cœur un peu du sujet de notre conférence, donc l'IA et l'expérience étudiant. Vous êtes, encore une fois, on l'a dit, spécialiste déjà du sujet, puisque des bachelors liés à l'IA sont déjà en place chez Epita. Vous formez les ingénieurs du numérique de demain pour la France, et on vous en remercie. Comment, du coup, on trouve le juste équilibre, quand on s'appelle l'Epita, entre l'IA et à un moment l'accès à un humain?
comment on pose la frontière, je dirais, entre ces 2 mondes, pour garder justement un contact humain sans que l'IA prenne le pas à 100%? Alors on ne s'est pas, toujours posé la question ainsi parce que, on privilégie le contact humain. Une école a quand même encore ça d'avant. S'il restera un truc à la fin, c'est effectivement, les enseignants. En plus, c'est une école qui est 100 présentielle. Je pourrais pas dire à l'ancienne, mais elle est encore, académique avec beaucoup, beaucoup de présence humaine. Il y a 900 personnes par an qui enseignent à l'école, que ce soit des vacataires, des personnes qui viennent pour quelques heures de cours ou que ce soit des permanents. Donc ça, vous rajoutez, il y a une cinquantaine d'équipes de premier niveau de scolarité, donc ce sont, celles qui répondent, aux questions. Je n'ai jamais eu l'objectif de me dire qu'on allait réduire, le nombre de personnes. Par contre, j'ai l'objectif que on a des enjeux de croissance sur l'international, par exemple, et donc à un moment, le scaler, d'avoir un produit qui était scalable et pouvoir déporter finalement de plus en plus les tâches à faible valeur ajoutée sur l'IA et pour pouvoir remonter en valeur ajoutée sur les scolarités, ça c'était essentiel. Et puis après, on a des étudiants qui dorment pas et qui, à 3 heures du matin, se posent des questions sur un certificat de scolarité parce qu'en fait, ils en auront besoin le lendemain pour aller passer, je sais pas, un examen ou une entrée pour un double diplôme. Et ils sont bien contents, parce que nous, on n'est pas trop dispo à 3 heures du matin. Ils sont bien contents, effectivement, d'avoir une réponse 24/7. Donc, IA ou pas IA, mais il se trouve que quand l'IA est travaillée avec une démarche rédactionnelle et un échange qui ressemble à un échange avec un humain, c'est ce que nous permet l'IA générative maintenant, il y a nécessairement un phénomène d'appropriation qui est plus fort. Merci pour ces retours, très concrets. Tu nous as expliqué du coup pourquoi vous aviez repensé à votre expérience étudiant. Tu nous as expliqué pourquoi le choix XP Cloud et Zendesk vous semblait le plus légitime. Tu viens nous expliquer l'équilibre que vous positionnez entre l'IA et l'accès à un humain. Je sais que ça fait pas énormément de temps qu'on a mis les premières équipes en production chez vous, mais est-ce que tu pourrais néanmoins nous faire un premier retour d'expérience, s'il te plaît, pour voilà, ces premières semaines de production? Oui, avec plaisir. Je pense que c'est le jeu. Et puis moi, j'étais en attente. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Après, on a eu un plan projet assez classique, hein, un déploiement. On a l'avantage d'une agilité, d'une petite structure très compétente autour des sujets de l'informatique. Donc, c'était pas vraiment un problème. Et après, il s'agit, et ça sera probablement un des axes de croissance, enfin de développement, qui est de bien nourrir la base documentaire, la base de données, là où l'IA va aller chercher les infos, mais là aussi où nos propres équipes vont aller les chercher. Donc, la première des choses, et je pense que ça parle pour beaucoup d'entre vous, j'ai demandé à Marie Dio, qui est ma directrice des scolarités, la chef de projet fonctionnel. Donc, je lui ai dit, tiens, Marie, je passe en showcase Zendesk. Est-ce que tu peux m'envoyer les dernières stats? Elle a mis 5 minutes pour m'envoyer les stats. Et au-delà de sa diligence et de sa capacité, et ça c'est sûr, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, même ça, même l'accès au back-office et aux infos, le fait qu'on les ait immédiatement, moi, m'a donné une forme d'indicateur, un peu l'indicateur de celui qui a 25 ans d'expérience. Alors en vrai, nous avons mis, voilà, ça fait un mois, on l'a mis en place le 28 mai. Dès le début, il y a 4700 étudiants français et anglais, enfin anglophones, qui ont accès à l'interface. Elle est web-based, elle s'appelle support.epita.fr. On a 72 agents, donc 72 personnes sont déjà connectées dessus. L'appropriation, bon, vous avez assuré des formations, mais l'appropriation a été assez facile. En fait, quand vous êtes CEO d'une boîte, petite ou grosse, quand vous n'entendez pas parler de quelque chose qui doit se faire, c'est plutôt bon signe. Je n'ai pas entendu parler de Zendesk jusqu'à ce qu'on me dise, au fait, on t'a pas dit, ça marche. Voilà. Mais donc, on a eu 4700 étudiants. Il faut bien comprendre que lancement 28 mai, on a eu 839 requêtes à hier, ce qui est pas mal parce qu'en fait, c'est quand même un changement, c'est quand même un nouvel outil. Donc, il fallait y aller. Seulement
16% des requêtes ont été traitées par l'IA. Le travail, il est de notre côté. Il est sur comment on doit nourrir. Je crois qu'il y a eu des annonces plutôt intéressantes là-dessus ce matin en roadmap, mais comment on doit nourrir effectivement la base. Je crois que tu voulais qu'on donne le top 1. Alors, peut-être que ça vous parlera, mais S'il te plaît. voilà, le top des demandes, c'est les documents officiels. Donc, c'est le relevé de notes, le certificat d'assiduité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on on a été en cours. C'est très important quand on cherche des doubles diplômes ou quand on veut trouver un apprentissage. Et puis, le fameux certificat de scolarité qui prouve qu'on est bien étudiant inscrit quelque part en France. Voilà. Et donc, ces éléments sont générés automatiquement et renvoyés immédiatement à l'étudiant ou à l'étudiant. Ça, c'est des retours aussi très concrets et merci beaucoup. On est vraiment très content de l'entendre aujourd'hui. On a parlé du passé, on a parlé du coup du présent, on va parler un petit peu de l'avenir. Encore une fois, vous êtes des spécialistes de l'IA, vous avez implémenté une solution avec un éditeur qui a une roadmap sur l'IA qui est vraiment juste impressionnante. On a vu des nouveautés présentées par Nicolas qui est présent aujourd'hui, ce matin, qui sont juste incroyables. Si tu avais une baguette magique, quel serait pour toi l'EPITA 2030 dans sa relation étudiant et dans son positionnement au niveau de l'IA? Vaste question. Mais on sait que dans le timing, il nous reste un peu de temps. Alors, je ne vais pas vous saouler avec des sujets très prospectifs. Alors, premièrement, on va quand même parler d'une école d'informatique à l'heure de l'IA. Ça veut dire quoi? Alors, on ne fait pas que de l'informatique, hein. On fait des ingénieurs qui se font de la physique, de l'informatique quantique, de l'embarqué, des télécommunications, des réseaux. Donc, c'est quand même très large. Mais évidemment, ça nous percute complètement, hein. Donc, ça nous percute et en même temps, on diplôme à peu près 150 étudiants sur les 650 étudiants ingénieurs. On en diplôme 150 qui vont être ceux qui vont faire de l'IA, en fait, qui vont chez Mistral, qui vont chez NVIDIA. NVIDIA, EPITA est la première école hors école américaine à populer les personnes chez NVIDIA. Donc, on a des faiseurs de l'IA et puis on a des chercheurs en intelligence artificielle. Donc, on est plutôt à la pointe. Et donc, on se doit effectivement de former ces étudiants. C'est quand même un petit peu séparé de Zendesk. Et en même temps, c'est intéressant de voir comment un outil métier, lui, prend l'IA parce que c'est une forme de retour d'expérience que les étudiants peuvent faire. Je vais vous faire, ça je ne te l'avais pas dit, mais je vais vous faire un petit point sur le fait que ce soit des étudiants ingénieurs en informatique. On a un ERP pédagogique, donc c'est le machin qui génère, dans lequel on met les notes, les cours, les timetables, enfin les horaires de cours. Ça marche pas bien. Ça marche pas bien depuis quasiment un an, c'est une souffrance. Et nos étudiants ont développé à la place une interface qui est disponible sur l'App Store et sur le Google Store pour forquer en fait complètement ce logiciel parce que ça ne les satisfaisait pas. Donc, mon challenge, votre challenge, c'est que les étudiants ne forquent pas Zendesk, mais parce que d'une part, vous allez les embaucher, ce qui est une bonne nouvelle, et d'autre part, à un moment, on aura raté notre avenir. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans quelques années sur l'IA? On va voir effectivement, il faut un peu d'humilité. On passe notre temps à écouter les entreprises, hein, on fait des sondages, des enquêtes, on les écoute. Donc, on est toujours très attentif à ce que doit être l'étudiant ingénieur demain. Et concernant Zendesk, en fait, ce qui est essentiel pour nous maintenant, c'est que ça devienne l'outil central. Moi, j'ai envie qu'à la fin, finalement, ça soit un pilier de l'expérience étudiant sur deux éléments. La première, c'est que ça réponde à un besoin, le besoin d'avoir une information. La deuxième, c'est que ça mesure la qualité de l'expérience étudiant. Et en fait, c'est assez facile de mesurer la qualité de l'expérience étudiant parce que les étudiants ne sont pas si nombreux que ça, hein. 4700 clients, c'est rien pour de très nombreuses personnes. Mais 4700 étudiantes et étudiants, c'est beaucoup.
Et plus précisément, en fait, quand vous avez 10 demandes identiques sur un sujet qui est jamais sorti, c'est qu'il y a une insatisfaction, c'est qu'il y a un truc sur lequel on n'a pas été bon. C'est qu'il y a un examen qui a été trop dur, c'est qu'il y a, il y a un accès à des ressources en distanciel qui n'ont pas fonctionné. Il y a quelque chose, il y a eu un dysfonctionnement. Et donc, c'est vraiment un élément de température de l'expérience étudiant. Donc, d'ici quelques années, on aura finalement, moi ce que j'espère, c'est qu'on ait un outil qui soit évidemment efficace dans sa première mission, mais aussi qu'il puisse finalement nous donner un tableau de bord, une sorte de mood board de l'expérience étudiant. J'ai vu le présentateur précédent le présenter aussi, ça paraît toujours facile à faire, mais c'est pas souvent qu'une école pas- arrive quand même à avoir ce type d'information. Donc c'est quand même assez inédit, donc ça nous permettra de nous focaliser sur comment on l'améliore, parce que le temps de la mesurer est parfois un temps un peu long. Et enfin, on va avoir d'autres populations que les étudiants qui vont pouvoir se connecter. Donc ça aussi, c'est l'avantage d'un tel outil, c'est sa versatilité, notamment sur la partie des admissions. En fait, donc les admissions, c'est les candidats, les futurs candidats, ceux qui se posent des questions, qui veulent savoir comment ça se passe, comment on passe les examens d'entrée, combien ça coûte, enfin, des questions que ne se posent plus les étudiants puisqu'ils sont rentrés. Donc ça, on va avoir ce point va être important et on pense qu'on peut l'étendre également aux enseignants parce qu'on a beaucoup d'enseignants. Les 2 tiers ne sont pas rattachés en permanence à l'école, ils viennent et ils repartent. Et donc, on n'est pas très très bon en expérience enseignant, pas super bon. Et on sait que ça peut être un véhicule d'amélioration assez fort, puisqu'un enseignant, quand il arrive, il a quand même besoin que son rétroprojecteur, son vidéoprojecteur ou sa télé fonctionne, qu'il ait un câble HDMI, une prise à côté, des étudiants dans la bonne salle au bon moment. Et tout ça, quand vous faites tourner plein de cours en même temps, ça ne marche pas toujours. Donc, il faut qu'on s'améliore. Donc voilà un peu, je suis très concret. Je pourrais vous donner la philosophie d'Epitad en 2030, mais peut-être qu'on est là aussi pour regarder un peu concrètement ce qu'on fait d'un outil et comment il se projette dans notre stratégie. C'est une très bonne réponse et je ne doutais pas que tu allais faire une très bonne réponse. Donc, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette conférence. Merci pour ton témoignage, déjà, encore une fois, d'avoir été présent à nos côtés, d'avoir fait des retours, je pense, ultra concrets sur tous les points et d'avoir donné ta vision autour de l'IA et bien sûr autour de l'expérience, non pas client dans ton cas, mais expérience étudiant. Et du coup, j'étais super content d'être à tes côtés. Et merci à ceux qui étaient là de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci. Ta bonne continuation.